Et c'est l'heure de l'interview éco. On va passer en revue plusieurs thèmes d'actualité financière et économique. Et pour nous accompagner ce matin en plateau, nous vous recevons Julien Chevalier. Bonjour. Vous êtes analyste économique. Et on va commencer par évoquer les banques centrales. Et d'abord, la Fed. À Jackson Hole, Jérôme Powell a entériné le début du cycle de l'assouplissement monétaire en septembre. Un ton dovish qui acte aussi que l'inflation n'est plus la première préoccupation de la Réserve fédérale américaine, qui préfère désormais se pencher sur le marché de l'emploi. Oui, parfaitement, puisque le chômage a augmenté aux États-Unis, puis la croissance commence à ralentir. Donc évidemment, la Fed commence à changer son ton, parce qu'il ne faut pas oublier que, contrairement à la Banque centrale européenne, la Fed a aussi dans son mandat la croissance et l'emploi, et pas uniquement l'inflation. Et donc c'est évidemment très important pour la Fed. Et puis aussi on remarque que par rapport à l'histoire récente, donc aux 20 dernières années, c'est au moment où la Fed commence à faire ce qu'on appelle le pivot, c'est-à-dire à baisser ses taux d'intérêt après une longue hausse, que la situation commence vraiment à se détériorer. J'en parlais déjà il y a un an sur votre plateau de ce point de vue. J'expliquais que c'est justement à ce moment-là que les choses commençaient à se compliquer, contrairement à ce qu'on peut penser. En fait, à partir du moment où la Fed baisse ses taux d'intérêt, le loyer de l'argent diminue naturellement, donc on pense que évidemment la situation va s'améliorer, mais là en fait c'est tout le contraire, parce que comme on a une inflation qui est encore très présente, justement ce qui se passe, c'est qu'en fait les marchés pensent qu'il y a une perte de confiance en quelque sorte dans la Banque centrale à lutter contre l'inflation, parce qu'en fait elle est à mi-chemin entre lutter contre l'inflation, soutenir la croissance, limiter le chômage, et donc c'est là où la situation peut commencer à se détériorer. C'est ce qui s'était passé en 2007, c'est ce qui s'est passé pendant la bulle Internet en 2000, et c'est peut-être ce qui se passera à l'avenir. On le verra, l'avenir le dira dans les prochains mois. C'est généralement un horizon, disons 6 à 9, 12 mois à peu près. Donc c'est à partir de ce moment-là à peu près qu'on pourra savoir vraiment si la Fed a réussi le pari qu'elle est en train de faire, c'est-à-dire un atterrissage en douceur, ce qu'elle essaie de faire depuis 2 ans maintenant. Mais au fond, en fait, on remarque aussi, pas seulement avec l'histoire récente, mais aussi avec l'histoire longue, qu'il y a des longues baisses de taux d'intérêt. Et à la suite de ces longues baisses, il y a généralement une hausse assez courte, puis ensuite une toute petite baisse qui suit cette hausse, qui est généralement liée la même situation qu'aujourd'hui, c'est-à-dire une forte inflation et une situation qui se détériore, qui oblige la Fed en quelque sorte à baisser son intérêt. Mais en fait, actuellement, c'est un peu, c'est l'image, c'est la métaphore de la voiture. C'est un peu comme si on était dans une voiture et qu'on avançait vers un rond-point avec le pied sur l'accélérateur, mais sans aucun frein. Donc on continue vers cette voie, et en tout cas, la Fed n'a pas vraiment les cartes en main. Alors, vous lisiez pas mal de prudence du côté de la Fed et du côté de la BCE qui a commencé à baisser ses taux, elle, avant la Fed, au mois de juin. Et donc, ce temps est notamment prudent du côté de Philip Lane, qui s'est exprimé récemment. Philip Lane, c'est le chef économiste de la Banque centrale européenne, et il a dit, il a prévenu que la fameuse cible des 2% d'inflation ne serait pas atteinte avant fin 2025, histoire de tempérer toutes les ardeurs. La situation en Europe est tout à fait différente. La BCE est évidemment obligée de suivre la politique de la Fed, qui est la banque centrale du monde, qui en quelque sorte dicte la politique monétaire des autres banques centrales, puisque les autres banques centrales doivent se calquer sur le dollar et sur l'évolution du dollar. Donc en l'occurrence, la BCE a pris un petit peu d'avance, parce que ça permet en quelque sorte de créer une baisse de l'euro, puisqu'une baisse d'intérêt renchérit évidemment naturellement le dollar. Et donc en l'occurrence, ça permet aux pays européens d'être plus compétitifs, mais par extension, toutes choses égales par ailleurs, ça crée une inflation importée des États-Unis, ce qui complique la situation en zone euro. Mais la BCE est naturellement, c'est structurel, elle est obligée de respecter la zone, c'est-à-dire le fait qu'il y a 20 pays européens qui se partagent une même monnaie, une même politique monétaire, donc ils ont des économies très différentes. En l'occurrence, ils ont un point en commun, tous ces pays européens, c'est qu'ils sont très endettés, et une baisse de l'euro et une hausse de la compétitivité permet du coup de diminuer partiellement cette dette, ou en tout cas de tenter de la diminuer. Et c'est ce qu'essaye de faire la BCE. Ça va être très compliqué, et même c'est presque impossible. Et en l'occurrence, la BCE se trouve dans une période de forte inflation pendant ces dernières années, et c'est certainement ce qui va perdurer, parce qu'aujourd'hui l'Europe est au centre de tous les éléments qui peuvent mener à une inflation longue et durable, à savoir des événements aussi bien géopolitiques que politiques, économiques. L'Europe est au centre de tout de ce point de vue-là, et le changement de ce monde nouveau, de ce monde qui se dessine. Vous l'évoquiez justement, l'endettement de la zone euro, et justement ce rapport du FMI qui date de 2 jours et qui s'alarme concernant un
un risque de creusement des dettes de certains pays de la zone euro et sont visés la France, l'Italie et le Royaume-Uni. Bien sûr, la France est en l'occurrence en procédure de déficit excessif. Depuis juin dernier, oui. Exactement, par la Commission européenne. Et en l'occurrence, tous les pays européens partagent donc un même élément, c'est une dette significative. C'est quelque chose qui les caractérise. Et un déficit aussi très important pour la plupart d'entre eux, notamment l'Italie et la France, que vous expliquez, mais aussi tous les pays du sud de l'Europe en particulier, qui sont les perdants en quelque sorte de l'Union européenne. Et la France est un mauvais élève, comme vous le disiez, de ce point de vue-là, puisque c'est le seul pays qui aujourd'hui cumule 4 déficits, les 4 déficits importants, le déficit du budget primaire, balance des paiements et balance commerciale, ce qui est tout à fait inédit, avec un déficit de 5%. Donc en l'occurrence, c'est très problématique. Et d'un point de vue de la dette de tous les pays européens, on sait que malgré la tentative de la BCE de diminuer ses dettes et de faire en sorte aussi d'améliorer la confiance dans les marchés, on sait que dans tous les cas, la trajectoire est la même. Ça sera une hausse de la dette et une situation plus compliquée pour la zone euro. En l'occurrence, par la différence des écarts de taux entre les pays européens, le fait que l'Allemagne emprunte à un taux d'intérêt plus faible que l'Italie, ces écarts de taux-là, c'est une situation à laquelle la BCE, à long terme, ne pourra plus répondre, en tout cas comme elle l'a fait ces dernières années. Alors évidemment, la dette française, la dette publique, un des dossiers chauds de l'exécutif français. Ça nous amène donc à la situation politique de notre pays, avec ce chaos, toujours avec la recherche du Premier ministre idéal par Emmanuel Macron. 7 semaines après la défaite de son camp aux élections législatives, le choix n'est toujours pas arrêté et l'option Lucie Castet a été écartée pour un gouvernement NFP. Et en quoi ce flou institutionnel et politique peut-il impacter les marchés et la situation économique française ? Les marchés ont besoin de confiance depuis toujours. En l'occurrence, ce flou crée évidemment un manque de confiance, donc ça peut créer une plus forte volatilité naturellement. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on a un gouvernement démissionnaire qui doit s'occuper du budget, puisque c'est juridiquement ce qui l'oblige. Et de ce point de vue-là, le budget doit être présenté à la fin du mois, donc le 1er octobre en l'occurrence. Il doit être présenté au Conseil des finances publiques, à la Commission européenne. Parce qu'en l'occurrence, un sprint. Bien sûr, puisque ça va arriver très vite, et ça va arriver très vite avec un gouvernement qui est démissionnaire, étant donné qu'il n'y a pas de Premier ministre. La Commission dicte sa feuille de route, évidemment, et c'est ce qu'on va voir aussi à partir du 1er octobre. Et puis c'est en l'occurrence, c'est d'autant plus le cas puisque la France est sous procédure de déficit excessif, et donc doit faire preuve de stabilité et de rigueur budgétaire cette année, dans les prochaines années, jusqu'en 2027 au minimum. Et en l'occurrence, pour ceux qui pensent avoir voté utilement, on peut savoir que la très grande majorité des suffrages exprimés ne se reflèteront pas dans le choix du Premier ministre, puisque dans tous les cas, on est certain que le choix du Premier ministre sera un choix pour les marchés, pour rassurer les marchés, parce que si la Commission européenne dicte sa feuille de route, les marchés, eux, font la loi. En l'occurrence, on l'avait vu avec le scénario Liz Truss et avec plein d'autres scénarios. On sait depuis très longtemps que la démocratie est disciplinée par la dette. En l'occurrence, si telle ou telle mesure ne plaît pas au marché, ne les satisfait pas, comme ça pourrait être le cas par exemple avec une abrogation de la réforme des retraites. On sait que les marchés puniront la dette de la France et en l'occurrence les taux pourront augmenter. Donc il n'y a pas d'illusion à se faire. On sait évidemment que le Premier ministre qui sera nommé sera un Premier ministre qui sera dans la feuille de route de la Commission européenne et des marchés, tant qu'on n'a pas de souveraineté monétaire et de souveraineté économique tout court. Un numéro d'équilibriste à attendre donc de la part du futur ou de la future première ministre. Et cela nous amène au nouveau premier ministre britannique Keir Starmer qui semble imprimer sa marque quelques semaines après sa victoire. Donc le représentant du camp travailliste, il a d'ores et déjà annoncé qu'il souhaitait tourner la page du Brexit selon sa déclaration hier à l'occasion de sa rencontre avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Starmer souhaite ainsi se rapprocher de l'UE via un traité bilatéral. Il a notamment parlé de réinitialisation pour stimuler les affaires et le commerce et il veut réparer, ce sont ses termes, les relations brisées. Alors qu'est-ce que ça se dit du sentiment profond au Royaume-Uni 8 ans après le vote concernant le Brexit ?
Au fond, si on en croit les sondages, la plupart des Britanniques considèrent que le Brexit était une erreur. Seul un Britannique sur 5 estime que c'était une bonne chose. Quand on regarde les chiffres, la situation est très contrastée, beaucoup plus que ce qui est généralement présenté. On sait qu'il y a des points négatifs, des points positifs. Parmi les points négatifs qui reviennent le plus, on sait qu'il y a une croissance qui est restée relativement modérée, mais c'est aussi le cas en zone euro. Il y a aussi une baisse des investissements qui est significative. Il y a aussi une baisse du commerce extérieur, puisque l'Union européenne est toujours le principal partenaire commercial du Royaume-Uni, et en l'occurrence, la sortie de l'Union européenne a mis des bâtons dans les roues naturellement au Royaume-Uni de ce point de vue-là. Après, ça a permis aussi au Royaume-Uni de signer d'autres partenariats, avec notamment le Canada, Singapour et d'autres pays. Il n'a pas réussi en l'occurrence avec les États-Unis, c'était l'un de ses principaux objectifs, mais peut-être que l'avenir en décidera autrement. Un autre point qui est négatif pour le Royaume-Uni, c'est sur la question de l'immigration. C'était une question qui était très importante pour les Britanniques au moment de la décision du Brexit. On sait que le Brexit n'a pas amélioré cette question-là. De ce point de vue-là, on sait qu'il y a un nombre toujours important de migrants qui rentrent sur le territoire britannique, et même aussi important que dans les années passées, notamment en provenance d'Afghanistan, d'Iran, de Turquie. Ensuite, parmi les points positifs, on en a aussi plusieurs. On sait que l'industrie britannique se porte on ne peut mieux, et beaucoup plus que la France en l'occurrence, puisque le Royaume-Uni est passé devant la France au rang des premières puissances internationales avec la 8e place. On sait aussi que il y a d'autres points positifs, comme notamment l'emploi. Le Royaume-Uni a un taux de chômage qui est relativement bas, beaucoup plus bas que la moyenne européenne, et beaucoup plus bas que la France aussi. Il y a un autre point, c'est naturellement le fait que le Royaume-Uni est maître de sa politique monétaire. Donc, en l'occurrence, elle peut soutenir son économie beaucoup plus souverainement, par extension, que l'Union européenne et que tous les pays de la zone euro. Pardon. Et en l'occurrence, il y a aussi le fait que le Royaume-Uni détienne une place financière très importante, qui est Londres, la City, qui est une industrie de services, qui est un secteur de services qui est très important et qui aide à soutenir la croissance britannique et qui soutenira pour les prochaines années. La City qui a repris la première place, qui a ravi la première place à Paris concernant la bourse. Tout récemment, il y a eu une inversion. Il y a eu une inversion, c'est vrai, mais on sait que la City en l'occurrence, reste une place financière très importante qui soutient l'économie britannique de manière significative. Et de ce point de vue-là, le Brexit s'est souvent présenté comme une volonté du peuple qui voulait s'exprimer, mais en l'occurrence, il y a plusieurs ouvrages et plusieurs sources très détaillées qui explique que le Royaume-Uni, c'est la sortie de l'Union européenne, le Brexit, c'était aussi une volonté des fonds britanniques qui voulaient en quelque sorte s'extirper des mesures européennes et des taxations européennes, la fiscalité européenne obligée, et d'une éventuelle taxation aussi commune. En l'occurrence, les hedge funds, les fonds spéculatifs, toutes sortes de fonds, les fonds monétaires ont fait pression sur le gouvernement britannique de l'époque pour pouvoir faire en sorte de pouvoir décider eux-mêmes, le pays puisse décider de ses propres mesures. Dernière question rapide. Ce discours cash de Keir Starmer, on le disait, concernant le budget, il a annoncé qu'il serait douloureux. Alors, est-ce que c'est un parler franc qu'on pourrait entendre aujourd'hui en France au vu de la situation politique actuelle, même si, évidemment, les deux contextes sont bien différents? Bien sûr, puisque le Royaume-Uni, finalement, dans le fond, a une situation similaire à tous les pays européens, c'est-à-dire une dette très importante, un déficit qui s'est creusé de manière significative, des collectivités en faillite, des dépenses sociales qui augmentent. Le Royaume-Uni a des dépenses par rapport au PIB qui n'ont jamais été aussi hautes, sont aussi hauts qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et c'est un sommet. Il y a aussi une fracture sociale qui s'accroît, il y a une pénurie de logements qui frappe le pays est en train de changer fortement, et puis c'est en quelque sorte 200 années, voire plus, de règne britannique qui commence petit à petit à s'effondrer, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec une situation économique qui cesse de se détériorer depuis plusieurs années maintenant. Merci beaucoup Julien Chevalier pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes analyste économique. Merci à vous. À suivre le Point Bourse. À tout de suite.